effectivement, j'ai le plaisir de rejoindre le CCVS depuis quelques semaines. Évidemment, une association qu'on connaît bien, ne serait-ce que par cette remarquable revue Hommes et Plantes pour lequel on est abonné depuis déjà pas mal d'années. Évidemment, le fait d'avoir un patrimoine végétal un peu hors norme dans cette ville, dans cette région, nous invitait à suivre plus particulièrement ces activités-là. Et de venir parler aujourd'hui seulement de nos collections me paraissait un peu trop étroit par rapport à l'expérience que je commence à avoir à travers les visites que je peux faire aussi un peu partout. Donc j'ai proposé plutôt de parler du végétal ludique. Pourquoi le végétal ludique? Parce que je pense qu'aujourd'hui, une des problématiques que l'on a, c'est comment arriver à valoriser ce trésor dont on a parlé tout à l'heure, ce trésor national botanique, comment le valoriser. Il y a peut-être des méthodes pour cela, sachant que toujours, on peut le vérifier, et les chiffres que je vais vous donner vont le prouver, je pense, on a une appétence du public sur le végétal qui est très forte. Je suis absolument convaincu de ça, et je suis très optimiste, d'ailleurs naturellement optimiste, mais sur ce sujet-là particulièrement. Alors, j'ai un PowerPoint qui n'était pas un PowerPoint, puisque maintenant, dans nos grandes villes, enfin à Nantes c'est le cas, on a décidé de se libérer des grands groupes, Google, Microsoft, etc. Alors c'est très beau d'un point de vue certainement éthique, je n'en doute pas, mais d'un point de vue technique, c'est la merde. Puisque depuis une demi-heure avec Frédéric, on se fait les cheveux blancs, enfin lui moins que moi, parce qu'on a du mal à enchaîner les images. Alors pour vous montrer le niveau, j'avais un superbe truc avec du son, des batteries, enfin tout ce que vous voulez. Alors on a entendu le son tout à l'heure, vous avez eu le son, c'est déjà pas mal, mais on va quand même y arriver grâce à Frédéric, on a fait du bidouillage. Et là, vous avez l'image de mon téléphone qui vient d'arriver en direct. Voilà, donc c'était la première image, elle était absolument invisible, et pourtant je la trouvais intéressante. Donc, parce qu'elle est un travail que j'avais fait, en 2017, pour regarder ce que les gens disent quand ils viennent dans un jardin, et en particulier le jardin des plantes de Nantes, ce jardin botanique que beaucoup de gens connaissent, et qui quelque part est un petit phénomène actuellement, puisqu'il est devenu, avec le temps assez rapidement, sous la houlette de mon collaborateur Romaric Perrochot, que vous connaissez certains également, puisqu'il est aussi le président des jardins botaniques francophones, quelqu'un qui a rejoint nos rangs depuis maintenant 9 ans, et qui va d'ailleurs prendre de nouvelles responsabilités bientôt chez nous. On a développé ce jardin. On a fait qu'on est passé d'une fréquentation de 1 million de visiteurs il y a 6 ans. On passera vraisemblablement la barre des 2 300 000 visiteurs cette année. Donc ça veut dire un chiffre énorme qui le fait apparaître selon TripAdvisor comme la première attraction sur la partie ouest de la France, ce qui était quand même un mince exploit, puisque il y a seulement 10 ans, quand j'en parlais aux gens qui chez nous s'occupent de culture, je pense à Jean Blaise, qui est un ami maintenant et un partenaire, franchement il n'y croyait pas du tout. Ce qui a fait donc cette offre de jardin que nous on sentait comme étant un héritage patrimonial de mes prédécesseurs, je cite Roland Jancel, je cite Paul Plantiveau, qui ont amené beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et bien cet héritage-là, moi je pouvais sentir qu'on avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et donc à partir de là, fallait-il encore pouvoir le valoriser. Donc on a eu quelques façons d'y arriver, et je pense que la réponse elle est donnée déjà par les avis des visiteurs, donc qui aujourd'hui, selon ces logiciels, Google, TripAdvisor, Instagram, Facebook, nous positionnent comme la première attraction. Et qu'est-ce qu'ils recherchent dans ce jardin? Eh bien, ils recherchent quand même des végétaux. Vous voyez que finalement, la partie végétale est quand même citée abondamment. Donc les gens, ils vont dans un jardin quand même pour voir avant tout des végétaux. Pas seulement, parce que s'il n'y avait que des végétaux, eh bien effectivement, on n'attirerait que les amateurs de végétaux. Bon, là, on attire évidemment une population très large. Parmi ces visiteurs, la moitié sont des touristes, c'est-à-dire que sur les 2 300 000, environ 1 100 000 d'entre eux sont des touristes français ou étrangers. Bien évidemment, les plus nombreux sont les Français, mais donc venant d'un autre département français pour venir voir ce jardin. Et puis, derrière le végétal, on voit quand même des éléments importants. Les animaux, toujours cités par un grand nombre de personnes. On sait bien que les animaux intéressent. Évidemment, si on faisait les mêmes sondages dans un zoo, on aurait une réponse, les gens viennent voir des animaux. Mais ici, les animaux sont appréciés, alors même qu'ils ne sont pas très nombreux, j'ai pas de ménagerie, on a quelques chèvres et des poissons, mais avec ça, malgré tout, les animaux sont cités. Et puis, à côté, à noter la part des œuvres. 43 personnes signalent quand même qu'il y a des choses à caractère artistique qui sont intéressantes à regarder. On ne trouve pas ce résultat-là, par exemple, sur la Tête d'Or. Parce que je m'amuse à ces comparaisons maintenant, parce que c'est un sujet tellement passionnant, que j'ai regardé. Si vous voulez, sur la Tête d'Or, la partie artistique, œuvre, n'apparaît pas. C'est quelque chose qui n'est pas cité parce que
pas suffisamment mis en valeur, pas suffisamment travaillé. Donc à partir de là, c'est assez intéressant ce screening, parce que d'un parc à l'autre, quand vous le faites, ben, vous voyez ce qui manque. Alors qu'est-ce qui manque dans ce jardin? Je me suis amusé à chercher, alors du coup je pars un peu directement sur une seule image, mais je voulais vraiment la montrer, celle-là, je la trouve intéressante. Qu'est-ce qui manque? Alors on trouve bien sûr le repos, la promenade, l'air pur, le restaurant, il faut pouvoir manger dans de bonnes conditions, le soleil, l'ombre, la fraîcheur, un sujet important qui peut-être cette année, si on l'avait interrogé, serait beaucoup plus fort, parce que évidemment suivant la période, et là c'était dans une période, je ne me rappelais plus, sur 3 mois, on avait fait le travail, donc on voit bien que ça peut aussi changer suivant la période de l'année. Mais donc ça vous donne une image. Un élément que j'ai pu constater qui m'avait marqué, c'est en allant voir un parc qui se trouve à Berlin, qui s'appelle le Tempelhof Park, que vous connaissez peut-être pour certains, c'est un aérodrome qui a été ouvert au public comme un parc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens viennent chercher à Tempelhof? Moi, j'étais voir là-bas, c'est une immense zone de gazon. Et là, alors pas d'arbres, pas de collection, rien, mais par contre, on peut courir comme des lapins. Et évidemment, la première chose qui sort, c'est l'espace, la liberté, l'espace. Et là, alors, du coup, l'item sort des dizaines de fois. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a un public aussi pour des gens qui ont envie de courir, avoir la liberté, etc. Et c'était le cas à Berlin. Mais on a un très, très grand public pour ces jardins. Voilà, donc c'est la première image que je voulais vous commenter. Et là, du coup, tu vas pouvoir démarrer maintenant sur le PowerPoint et de sortir de mon téléphone pour revenir par une autre voie. Et donc, on va aller directement sur l'image suivante qui est... Voilà, donc on va avancer. Et du coup, je te laisse... je fais des petits signes quand tu continues comme ça. Ouais, c'est bien. Alors là, ici, on voit au passage... Alors, c'est très mauvais. Alors, on a vraiment des problèmes techniques, hein, mais malgré tout, on voit quand même que sur le site internet de jardin.nantes.fr, qui est notre site internet, très fréquenté, à peu près 300 000 visiteurs par an, eh bien, le côté végétal est également recherché souvent. Alors, on est dans une période du mois d'octobre. Alors, j'ai un peu triché. Je savais très bien que j'aurais des bons résultats en octobre. C'est-à-dire qu'on voit que 43% des gens, quand même, ont cherché à un moment ou à un autre un sujet sur le végétal sur ce site-là. Ils peuvent trouver bien d'autres choses, mais quand même, le végétal sort là encore abondamment. Image suivante. Eh bien voilà, donc c'est juste pour rappeler quelles sont les collections principales dans cette ville. Alors évidemment, on connaît mieux les collections nationales de référence CCVS que sont les camélias et les magnolias. Roland Jancel avait beaucoup travaillé sur le magnolia, 350 plantations actuellement dans nos parcs. Et puis sur les camélias, on a mis un effort particulier. On a accueilli le Congrès international du camélia l'année dernière, qui a été un grand succès là encore, hein, parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens intéressés à l'échelle mondiale sur un sujet comme celui-là, avec à peu près 400 congressistes. Et donc cette collection a également pris un peu d'ampleur chez nous. Elle est historique. Après, les autres collections ne sont pas des collections CCVS, mais bon an, mal an, et on va passer à l'image suivante, puisque je pense que vous avez les chiffres à peu près en tête, bon an, mal an, en rajoutant évidemment les cactées, les succulentes, les plantes annuelles qu'on présente aussi, celles qu'on utilise dans nos massifs sont présentées au public chaque année pour qu'ils se disent qu'est-ce que vous avez fait en ville, avec quelle palette végétale et de fleurs vous avez travaillé, la flore armoricaine, etc. Quand on a fait la somme de tout ça, on est arrivé au chiffre de la planche suivante, mais je ne suis pas sûr qu'elle va s'afficher. Et ben voilà, on ne voit pas le chiffre, mais on va s'en souvenir. Pour nous, c'est 15 000 taxons différents, à peu près, gérés sur 100 jardins, puisque la ville, ça fait partie des aspects importants, les questions de dénomination. La ville aux 100 jardins existe, on l'avait proposé dans les dernières années. On avait atteint ce chiffre de 100 jardins, on est réellement à 101. Vous allez voir, le 101e jardin ne manque pas de piquant ou d'intérêt, mais donc la ville aux 100 jardins présente donc globalement à peu près 15 000 taxons dénommés, répertoriés. Il y a une part obscure que nous ne connaissons pas, c'est la part de ce qui n'a pas été suffisamment enregistré, vérifié, etc. Et même avec Franklin, de temps en temps, à quatre pattes, on n'est pas toujours sûr, pas seulement Franklin, puisque ici, vous avez dans la salle d'autres personnes qui travaillent avec moi, on en reparlera, qui, en tant que jardinier botaniste, essayent de trouver c'est quoi ce fameux trésor, non pas national, mais au moins nantais. Image suivante, alors deux grands parcs qui sont l'arboretum du cimetière parc, bien évidemment, qui est un des grands sites pour aller découvrir une part végétale abondante. Et puis le parc du Gamblotreau, qui est un parc qui s'aménage depuis déjà quelques années autour de thèmes du voyage, mais on y reviendra. Image suivante.
voilà nos jardiniers botanistes en action. Là, ça se passe dans la Camelleraie. C'est un lieu dans notre pépinière municipale où on représente toute la collection sur une seule parcelle. Ça nous permet de faire toutes les comparaisons, etc. Évidemment, ça représente un peu de temps et d'intérêt, mais ça nous permet de faire les sélections. Et donc, avec ces gens, ces jardiniers botanistes, eh bien, on arrive à aller plus vite, plus loin. Là aussi, les dernières recrues, donc, je peux citer James, qui est parmi vous, ou Flavien, qui vient d'arriver dans nos rangs, eh bien, parmi d'autres, nous aident, y compris d'ailleurs des intervenants extérieurs, là, comme René Mavas, que je vais citer également, puisqu'on a travaillé sur les camélias plus particulièrement. Eh bien, avec ces gens-là, on essaye de retrouver nos racines, de retrouver nos histoires et d'essayer de remettre au clair ce qui a été fait par des générations de personnes de façon très continue. Image suivante. Voilà donc des éléments. En plus, c'est vraiment c'est fait exprès pour me. Donc tous les textes ont disparu, mais c'est pas grave. On a ici simplement pour rappeler qu'au-delà des collections, de temps en temps, on a des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'on nous-mêmes pouvons découvrir des mutations, trouver des choses qui vont apparaître. Et là, on a 4 plantes qui sont devenues, bon an mal an, des plantes qui sont rentrées dans le commerce. La bignonne qui est en haut s'appelle Stromboli. Elle est distribuée par les établissements miniers. De la même façon que pour l'instant on n'est pas distribué ce magnolia qui est en haut et qui s'appelle, qu'on a donné le nom d'un des jardiniers botanistes de l'époque qui s'appelle Guy Minot. Et donc à partir de là, on a des possibilités des fois de découverte. Le camélia Jules Verne est bien connu aussi parce que lui aussi est né au pied de la statue de Jules Verne et est devenu aussi une variété vendue, comme ce cèdre dont le nom de service d'eau avait été donné parce qu'il a été trouvé dans l'usine des eaux à côté et que Roland Jancel avait pris le soin d'essayer de le faire dénommer, il n'existait pas et donc du coup il a pris le nom de Contorta glauca pendula, ce qui quelque part devient compliqué à prononcer, mais au passage du coup près de l'usine des eaux, en hommage à cette plante qu'on ne peut pas voir, on a sur le rond-point les fameux végétaux qui sont posés. Voilà, donc ça nous permet aussi de travailler autour du concept d'une ville arboretum, une ville dans laquelle le végétal prend sa place. Image suivante. Voilà donc une autre façon d'utiliser ces collections. On voit ici au cimetière parc en haut à gauche les Quercus myrcinifolia qui ne sont pas si fréquents, qui sont une très belle espèce de chêne persistant avec un feuillage assez clair, de dimension convenable pour la ville. Et on voit comment en passant par cette pépinière du Grand Blotreau, on en a fait des arbres plantés récemment sur les nouveaux aménagements de centre-ville à quelques mètres seulement du château. Donc on a aujourd'hui donc des espèces aujourd'hui que l'on a testées dans nos arboretums et qui sont ensuite mis au service Alors c'est valable pour ces arbres-là, quelquefois même, ça peut passer aussi par le biais de producteurs locaux. On a la chance d'avoir aussi des producteurs pépiniéristes qui sont particulièrement efficaces et qui jouent bien la même partition, et c'est très important. Je cite les pépinières du Val d'Erdre, je cite Jean-Luc Rupoche qui est juste à côté, Albert Brennelier, etc. Tout autant de pépinières autour qui ont compris ce jeu, qui jouent avec nous cette même partition et peuvent réutiliser nos collections. C'est le cas de ce qu'on appelle le Magnolia de Nantes, qui était un label et qui permet aujourd'hui de faire une vente autour des magnolias, de notre collection, donc des 350, un peu plus finalement peut-être. On en a fait donc une sélection qui aujourd'hui font des arbres de ville. C'est le cas à Nantes, puisque vous voyez que le Yellow Lantern, qui est un magnolia jaune, merci à Philippe de Spolberg, je crois d'ailleurs qu'il est un peu l'initiative de ces magnolias jaunes, tout au moins. Je pense même il peut considérer qu'il a une paternité sur cet aliment en particulier qui vient d'être planté il y a 2 ans. Je pense que d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup en ville de cet aliment-là, mais on est assez fiers d'avoir ici un nouvel aliment qui remplace des érables boules qui étaient rendues un peu trop loin, et du coup on donne une signature aussi avec ces Magnolia camellia à la ville, c'est clair, c'est un objectif. Beaucoup d'entrées de la ville sont en train de se travailler de cette façon-là. Évidemment, on est inspiré par ce qui se passe par exemple au Japon, au Hanami, la fête des fleurs, etc., qui fonctionne très bien autour du cerisier, mais nous, autour du Magnolia de camellia, on a un potentiel encore évidemment très important, puisque les 2 espèces se plaisent particulièrement chez nous. Image suivante. Alors, voilà, simplement pour dire que dans le même temps, il est possible de localiser les arbres dans la ville. Le travail n'est pas non plus abouti totalement. Donc, notre site nous donne des informations sur le positionnement d'un certain nombre d'arbres. Je cite également le travail qui est fait aussi avec Plantécité, Floriscope. Je pense que tout le monde le connaît pratiquement, mais je vous le rappelle, c'est une application que vous pouvez charger maintenant absolument gratuitement. Et vous avez aujourd'hui
autour de Planticité de leur action, un patrimoine végétal très important que vous pouvez repérer. J'en fais une petite page de publicité, mais nous, déjà localement, sur notre site, il est possible d'aller retrouver un certain nombre de choses. Voilà, on est parti sur une liste ici qui vous donne une idée des difficultés qu'on peut avoir après pour se retrouver. Mais voilà, il y a une richesse avérée de longue date sur ce que l'on peut produire et qui continue. Évidemment, par le biais aussi du jardin botanique qui est en lien avec tous les autres jardins botaniques du monde. Image suivante. Alors voilà donc des formes d'affichage différentes, parce qu'effectivement on essaye de soigner la signalétique. Alors vous voyez qu'on avait fait une année qui s'appelait Trésor botanique. Alors c'est peut-être pas un hasard, si j'ai soufflé ça tout à l'heure, c'est que je l'ai déjà testé. Évidemment, les gens, quand ils tombent dans une étiquette de cette dimension-là, ça les arrête un tout petit peu. Alors plutôt que... Alors on a des étiquettes dans le jardin botanique partout, mais de temps en temps on essaye de faire varier les lignes et de faire que plutôt d'avoir une infinité de plantes, on va en sélectionner quelques-unes dans une période. On a une thématique par an, chaque année on change complètement de thématique. Ça nous permet d'avoir un coup de projecteur différent et de faire que le spectacle, on va revenir souvent à cette notion de spectacle, puisse changer et qu'on amène les gens vers des sujets différents chaque fois. Donc, quand ça a été l'année Trésor botanique, évidemment, c'était le sujet et on le repérait complètement. Donc, de cette façon-là, on a la possibilité véritablement d'aller chercher des choses différentes. Et puis, quand on fait un œil géant réalisé avec Claude Ponty, qui est un des artistes qui a travaillé avec nous, que je cite comme étant un des éléments aussi révélateurs du Jardin des Plantes, c'est de travailler avec le meilleur écrivain, dessinateur de la littérature pour enfants actuellement, Claude Ponty, qu'on y amène sa malice et sa capacité à travailler avec des gens, avec des jardiniers. Et c'est très important cette équation-là. C'est-à-dire que d'arriver à faire se matcher ensemble. Alors la Catherine Biliou, elle est pas loin. Où elle est Catherine ? Catherine peut vraiment parler, parce que je trouve que c'est vraiment une expérience très importante. C'est la responsable du Jardin botanique de Nantes, en même temps qu'elle est responsable des serres tropicales, mais elle vit au quotidien ce travail avec des artistes, et elle en a connu quand même plusieurs. Alors il y a des fois ça se match vraiment bien parce que ces gens-là ont envie de travailler avec vous, puis il y a des fois où ils sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes et ça marche moins bien. Mais quand ça s'ouvre bien, ces passions ne s'additionnent pas, elles se multiplient très clairement. Et par exemple le travail que Claude Ponty confirme Catherine, c'est un travail qui continue d'ailleurs encore, puisque finalement c'est une amitié, c'est aussi un public qui a joué cette chose-là de façon incroyable. Et aujourd'hui c'est le jardin aussi de Claude Ponty, c'est clair, ça l'est devenu. Et on vient ragrandir l'aire de jeu encore très récemment et on vient d'inaugurer enfin on ne l'a même pas inauguré encore, mais on l'a pratiquement terminé, ou peut-être aujourd'hui, la nouvelle aire de jeu agrandie. Donc voilà, on joue toujours cet aspect des choses. Et du coup, au-delà de ça, les végétaux que vous voyez qui servent à faire l'œil, il y en a un petit cinéraire qui est complètement mis en valeur, dont on parle. Et puis s'ils ont appris que ça dans la journée, c'est pas mal. Faut pas en chercher beaucoup plus dans un premier temps. Et finalement, plutôt que de se dire c'est en plastique, déjà ils savent que c'est pas en plastique, parce qu'on avait vécu ça à un moment. Les gens pensaient que c'était pas naturel, en particulier le fameux dormeron qu'on va peut-être revoir. Donc image suivante, où les gens pensaient que le carex n'était pas du vrai carex. Alors dans les choses très importantes, évidemment, c'est de se dire que on essaye d'amener cette botanique un peu partout. Un des éléments, je pense, qui est un élément vraiment de haute lutte, c'est de tout simplement d'abord transformer la place de la gare entre le Jardin des Plantes et Nantes, et le Jardin des Plantes, et la gare. Vous voyez les images des années 60, je la garde vraiment précieusement, elle me sert énormément en termes de communication pour rappeler que dans les années 60, c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a vécu une époque des années 50 aux années 90 qui a été une conquête continue sans arrêt des véhicules sur le reste du monde, et en particulier sur le reste de la place en ville. 90% de l'espace qui était aménagé l'a été pour les voitures, soit pour qu'elles se garent, soit pour qu'elles circulent, soit pour qu'elles double circulent, soit pour qu'elles quadruple circulent, mais on a tout aménagé, tartiné, enrobé avec des matériaux minéraux. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde en souffre et le dit. Aujourd'hui, on a un retour du public qui est énorme autour de toujours trop minéral, jamais assez vert. Et ça, c'est ce qui nous fait avancer. C'est clair. Le maire, Johanna Roland, que je vais citer quand même, parce qu'elle est dans cette affaire, elle a 40 ans, on a un maire très jeune, m'avait tout de suite dit au début du mandat, que ça fait faire donc 5 ans, elle m'avait dit, Monsieur Soignon, on fait des trucs pourtant, on vient de faire la place, machin, mais alors les gens, ils viennent tous me voir pour me dire, c'est jamais assez végétal. Il faut qu'on change ça, c'est pas possible. Je ne peux plus entendre ça aujourd'hui avec les gens, les générations avec lesquelles je suis, j'entends ça. Et ça, le message était bien reçu, puisque du coup, on en a parlé. On dit, effectivement, pour faire du végétal, le mieux, c'est de travailler avec des paysagistes. Vous savez, ce métier important aujourd'hui qui peut construire une ville différemment. Top là,
elle l'a fait et du coup, on a fait intervenir, et on fait intervenir, j'ai un petit document où j'ai la carte des paysagistes qui travaillent. On fait travailler actuellement donc 28 bureaux de paysage de France et de Navarre sur 44 projets. C'est unique en Europe, je peux vous le dire, parce que je fais quand même des points de comparaison. Et ces gens-là, eh bien, ils travaillent avec des urbanistes, il n'y a pas de problème, des architectes, etc. Mais ils ont la main sur le projet. La place de la gare, c'est Phytolab, agence nantaise, que je cite, qui est une très bonne agence, qui a fait l'aménagement, en même temps que le jardin extraordinaire d'ailleurs. Ils ont eu quand même 2 beaux chantiers, mais le résultat est parfait. Je me souviens même de la présentation de ce projet de la gare quand il avait été fait. C'est une des rares fois où j'ai vu le public applaudir à la fin de la présentation, alors même qu'on disait moins de voitures, etc. Donc on a un public en plus maintenant qui joue bien, qui sent bien les choses arriver. Et donc là, l'aménagement vient de se terminer. Vous voyez le résultat. Et la victoire, c'était d'appeler le lieu qui s'appelait donc la station de tramway s'appelait station gare. Maintenant, elle s'appelle station gare Jardin des Plantes. On aurait voulu Jardin des Plantes gare. Bon, on n'a pas tout gagné, mais c'est pas mal quand même. On est à parité quand même sur la fiche, mais c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que le fait d'amener ces éléments-là dans le langage, ils sont repris et ils ont du sens. Et du coup, en même temps, on a un éclat botanique, c'est-à-dire que sortant du Jardin des Plantes, dont on a ouvert les portes plus larges, puisque les jardins sortent de leurs murs. Alors c'est un autre grand projet autour de l'étoile verte. Je crois que je n'en parlerai pas ici, mais la semaine prochaine pour les assises du fleurissement, parce qu'il faut que je garde des choses nouvelles pour ceux qui feraient 2 fois de conférences. Mais cette étoile verte qui va rayonner et mettre en réseau tous ces 100 jardins, eh bien, on le fait aussi simplement en faisant que les grilles soient plus grandes. Donc on a repris l'entrée du Jardin des Plantes, on a modifié, agrandi un petit peu, et puis du coup on fait ces éclats botaniques. Vous voyez un éclat par exemple qui est expliqué, on parle de botanique aux gens, celui-là est l'éclat piquant, donc dedans vous avez quelques plantes représentatives de ces piquants, et en attendant son train, plutôt que de ne rien faire, on peut éventuellement capter encore un peu de connaissances végétales. Image suivante. Là, on parlait aussi d'un sujet, quand je parle toujours, est-ce que c'est vraiment une notion qui me tient à cœur autour de ce que l'on est, c'est-à-dire pour ce qui sont les services d'espace vert, et Tours le fait très bien également, et Christine en particulier, pour la citer puisqu'elle est là, mais pas seulement elle, et Nancy le fait aussi, avec la place que vous connaissez chaque année. On est une vraie entreprise de spectacle vivant. C'est vraiment une notion que j'essaye de redire à chaque fois, parce que ça change cette notion de jardinier technicien de surface à un jardinier qui devient un élément, un acteur important de la vie culturelle locale. Et ça change tout. Ça change les budgets aussi au passage, parce qu'on peut, à ce moment-là, on n'est plus dans une notion complètement productiviste. On est là dans la nécessité d'émouvoir un public, de l'attirer, de l'émouvoir. Et là, ça change les choses. Et là, ça permet d'expliquer pourquoi ça se matche si bien avec des gens comme Johan Le Guilherme, artiste de cirque sur les plantes en ce moment, avec lequel on a travaillé, mais aussi avec les gens des machines, François de la Rosière et Pierre Auréfils, dont on va parler, avec qui on a tout de suite trouvé notre entente, parce qu'on avait la même envie de faire bouger, d'émouvoir un public. Et ça, on a ce potentiel-là, et ça change complètement le logiciel de ce qu'est un jardinier. Un jardinier, c'est quelqu'un, dès qu'il met une fleur dans un massif au milieu d'un rond-point, il va essayer quand même d'émouvoir un public. Et c'est le début d'une chose qui peut être plus grande encore, c'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, quand on fait de l'aménagement végétal, on se dit que les enfants adorent les labyrinthes. Alors on a créé des labyrinthes dans certains parcs où on peut vraiment se perdre, ou pas se perdre, parce qu'on laisse quand même la possibilité aux parents de les poursuivre. Mais de la même façon, j'avais été marqué, alors j'ai pas la photo là, mais toutes les photos sont pas là, au Japon, en allant à Tokyo, en voyant que certaines parties des jardins, alors même que les jardins ne sont pas très grands et que les surfaces, c'est struggle for life, il y a très peu de place pour chacun, mais malgré tout, ils consacrent des espaces ouverts dans certaines périodes. Le clos des iris que j'avais vu était ouvert dans la floraison des iris, puis fermé. Et on revenait chaque année à l'ouverture du clos des iris pour découvrir la fête des iris dans ce moment-là. Et donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant autour de ça, de se dire que nos jardins ne sont toujours pas figés, c'est pas la même fête, la même scène, et chaque année, tout le temps, on peut changer les lignes. Et ça a marché très bien, parce que c'est les camélias, la collection de camélias, que moi j'allais voir pour faire le petit ouvrage qu'on a fait derrière, mais surtout à me préparer à ce fameux congrès. Et finalement, on a créé une petite allée derrière avec Catherine, qui connaît bien l'histoire également. Et puis là, pareil, finalement, on ouvre l'allée seulement
dans la période des camélias, pendant 3 mois. Les gens peuvent rentrer dedans, c'est une espèce de privilège offert pendant 3 mois. Puis on ferme, c'est fini, on n'y va pas, on rouvrira l'année prochaine. On met même une signalétique spécifique qu'on voit ici, avec des petits arceaux, etc., pour dire, voilà, c'est la fête des camélias en ce moment-là. Et après, c'est fini, on passe à autre chose. Donc voilà, donc c'est une vraie extrapolation de ce que j'avais pu voir au Japon. Et donc, je vous invite à y réfléchir également pour vos aménagements. Image suivante. Et puis évidemment, autour du jeu, ce qui est le thème de l'année prochaine sera autour du jeu, végétal et plantes, un sujet qu'on va donc utiliser en particulier à la Folie des plantes, dont on reparlera, qui est d'autres grands moments un peu récréatifs, grand public, avec 41 000 visiteurs encore au mois de septembre dernier. Et bien, sur le thème du jeu, on va aussi chercher d'autres publics, d'autres personnes. Et là, au Jardin des Plantes, cette initiative-là, autour de travailler avec un romancier qui était nantais au départ, qui avait eu un premier succès auprès des enfants, eh bien, on lui a proposé de faire une série autour du végétal. Et donc, Enquête au jardin est née, un roman dans un jardin, au Jardin des Plantes de Nantes, qui est son meilleur succès de librairie de toute son histoire. C'est-à-dire que clairement, ce livre s'est vendu en France de façon incroyable. Tellement bien que le Jardin botanique de Rouen l'a bien compris, et le deuxième jardin qui aujourd'hui va lancer Enquête au jardin 2, donc, qui va se passer au Jardin botanique de Rouen. Donc des histoires qui se rebondissent. Évidemment, le réseau des jardins botaniques francophones se met en action autour de ça, parce qu'il y a une bonne idée de travailler en réseau. Et là, on voit aussi des possibilités d'aller plus loin sur ce travail en réseau. Et le public, évidemment, peut suivre l'enquête dans le jardin. On a des petits sacs à dos qui sont distribués à chacun. Et avec ça, le public, les enfants, peuvent aller rayonner. On distribue de plus en plus ces petits sacs à dos à l'entrée du jardin. Image suivante. Ce sont les publications qu'on peut produire. Là aussi, c'est une façon de communiquer sur ce que l'on fait. Alors, vous voyez que celle à gauche, Nantes Ville Arboretum, c'est James, qui n'est pas loin de vous, que vous avez repéré qu'il l'a fait tout seul. Il est là et on peut lui reconnaître beaucoup d'énergie pour le faire, parce qu'il a vraiment fait tout seul. Les photos, c'est lui qui les a faites. Et puis, du coup, moi, j'ai produit avec René Mavas, Milin, Camélia derrière, parce que j'aime bien la photo en plus, et puis que du coup, c'était l'occasion de faire une série qui avait du contenu. Et puis, peut-être d'autres choses vont sortir, et très certainement d'ailleurs, puisque, de fait, il y a d'autres sujets qui vont nous tendre les bras, parmi d'autres livres qui sont faits actuellement. Image suivante. Ces 2 livres, d'ailleurs, seront présentés, si vous voulez. J'en ai 2 exemplaires, si vous voulez les feuilleter, c'est possible. Après, comment on communique ailleurs, il suffit d'aller un peu partout, mais on voit qu'effectivement des idées sympas. Regardez par exemple à Kew, ce que fait à Kew, avec la valorisation des jardiniers qui travaillent. Et en plus, Kew, recevant des jardiniers du monde entier, ils peuvent raconter le travail qui vient de telle personne qui vient, je ne sais plus de quel endroit, mais il y a une espèce de jeu entre personnes et culture qui s'opèrent sur ce même jardin. Et j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante. De la même façon que, évidemment, Terra Botanica a tenté des choses différentes, ludiques, sur la façon de découvrir les réponses aux questions, ou après, tout simplement, avec les applications téléphone ou autres, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Image suivante. Et si je suis trop tard, trop tôt, vous me dites. Alors voilà, effectivement, le fameux dormeron, dont les gens pensaient que la pelure était synthétique. Non, on a bien mis les végétaux à la fin devant en scène pour bien expliquer et leur éviter de se poser ce genre de questions. Tout ça est bien végétal, donc c'est le travail fait avec Claude Ponty. Image suivante. Bon, beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas trop le temps. Et on voit ici, effectivement, comment, autour d'un poussin, d'une histoire végétale, d'un poussin végétal, on a véritablement emmené une histoire partagée, publique, grande, etc., qui a véritablement été un grand succès. On a ensuite eu en plusieurs épisodes, plusieurs années, le poussin revenait dans des positions différentes, jusqu'à arriver au point ultime, qui a été le moment où le poussin, qui chaque année montait en exigence, a voulu qu'on lui fasse un palais. Donc on a fait le palais du poussin, quand il est revenu. Et manque de chance, au moment où le palais devait être investi par le poussin, eh bien le manche poussin est arrivé, qui était une machine infernale, qu'il a fallu détruire pendant 2 mois avec les balles de tennis de Roland Garros qui nous avait prêté pour l'occasion. Et les gens ont balancé des balles de tennis, mais avant ça, il fallait qu'il fasse un pompon en laine et un grand poussin géant à la gloire du poussin. C'est dommage, j'ai le petit film, on va peut-être arriver tout à l'heure à le montrer, mais où on voit une procession mais hallucinante dans le Jardin des Plantes, remplie de monde autour de ce fameux poussin. Et finalement, on se rend compte que les gens ne demandent que de l'histoire racontée. Enfin, je veux dire, vraiment, une des pistes, une des enseignements également, c'est que, alors on est dans la ville de Jules Verne, donc ça nous aide un tout petit peu, mais ça marche évidemment très très bien. Image suivante. Alors voilà
dans les sites que l'on valorise, alors le Grand Blotreau, hein, c'est le tour du monde dans un même parc, un très joli parc sur lequel on a aménagé par scène un certain nombre d'endroits, le jardin coréen en haut, la partie dite tropicale également, la partie américaine en bas à gauche et la partie méditerranéenne. Donc on a fait face par face dans les dernières années, ça c'est un travail qu'on a engagé avec Roland Gencel déjà depuis plusieurs années. On a un joli château, on a une belle histoire, serre d'agronomie coloniale au départ, aujourd'hui tropicale, un site dont je peux penser qu'il a un grand avenir pour nous dans les prochaines années, mais nous en reparlerons. Il faut bien qu'il reste un peu de travail également à ceux qui vont arriver sur la place. Alors, image suivante. Voilà la Folie des plantes dont je parle actuellement, hein, qui est cet événement, là c'était sur une année à thème, c'était sur Trésor botanique, et donc qui dit trésor dit diamant, donc on avait créé des mises en scène, chaque année une mise en scène différente, mais qui fait qu'à partir de là, on arrive à jouer une partition différente et à faire qu'elle soit toujours un peu plus attractive chaque année. J'imagine d'ailleurs que, j'étais en train d'en parler au vu des débats qu'on avait, que peut-être, mais non, c'est pas peut-être, de façon certaine, il y aura une journée spécifiquement autour du végétal et de la place du végétal dans le paysage le vendredi avant la Folie des plantes. C'est une volonté que l'on a de coupler l'événement à quelque chose d'un peu plus... où on peut travailler entre professionnels. Donc je vous le dis tout de suite, le vendredi sera consacré à ça et on est en train d'y travailler activement. Et je pense, du coup, sous la haute autorité du CCVS, que j'invite, et je pense qu'il n'y a pas de problème, à participer au minimum au débat. Image suivante. On arrive ici sur la roseraie, hein, la roseraie également de la Beaujoire, qui est un beau site, hein, également une très belle roseraie, très appréciée par le public. Et là aussi, on amène aussi des éléments. Alors Claude Ponty nous a servi une nouvelle fois, il nous a dessiné ces... Alors, je ne sais plus le nom d'ailleurs, comment ils s'appellent d'ailleurs les pots là, je ne sais plus. Enfin, ils ont un nom à chaque fois un peu particulier, mais qui permet aux gens d'aller sentir les plantes et de leur donner une information sur le côté olfactif, puisque la caractéristique de cette roseraie, c'est de mettre un accent particulier sur les roses parfumées. Madame Loubert la connaît parfaitement, elle a fait toutes les éditions depuis le départ de cette affaire-là. Image suivante. Alors on voit ici un truc qui est assez intéressant également, enfin que je pense qui est intéressant, qui fait des petits manifestements. C'est un projet qu'on a dénommé Quai des plantes. Quai des plantes, c'était un parking. Alors vous n'avez pas l'image ici parce que je n'ai pas toutes les images, mais il y a encore 2 ans, c'est un parking. Pas une plante, pas un végétal, un parking. Parking pas très occupé, mais malgré tout le centre-ville, occupé à 50%, 60%. Et puis le maire vient me voir il y a 3 ans, pas plus, en me disant, là, c'est quand même notre voie importante, verte, sur cette étoile verte qui doit nous amener sur le jardin extraordinaire dont on va parler. On ne peut pas faire quelque chose quand même avant qu'on ait le grand projet qui va être fait par l'agence Terre. Je lui dis, écoutez, il y a peut-être une chose qu'on pourrait faire, c'est faire une pépinière, et plutôt que de cacher nos végétaux, on montrerait au public où vont partir nos arbres. Et du coup, on a remis la pépinière du Grand Blotreau dans une partie, 1600 arbres, présentés sur le quai. Et aujourd'hui, vous avez des textes, des choses qui vous parlent des plantes par type de collection. Donc ça peut être les érables, ça peut être les magnolias, les collections nantaises, les trésors botaniques, etc. Et les plantes aquatiques, etc. Et sur 2 ans après, parce qu'on a refait une extension, on a aujourd'hui une bonne gamme végétale que les gens parcourent. Et finalement, on traverse ce long parking qui était vraiment une plaie, par une promenade agréable. Et puis le résultat, c'est, on a fait un sondage, parce qu'il faut toujours faire des sondages, on compte aussi la fréquentation, on enregistre toutes nos fréquentations sur les principaux parcs, c'est important, parce que c'est que comme ça qu'on arrive à motiver nos élus et nos décideurs. Et là, on sera sur à peu près 800 000 visiteurs dans la petite galerie que vous voyez ici, donc c'est quand même beaucoup, dans cette année qui vient de passer. Donc un grand succès là aussi. On a fait un sondage, 97% d'opinion très favorable. Je vous laisse... D'un point de vue, on est proche des élections, c'est quand même des choses que les élus aiment entendre dire. Mais effectivement, c'est le cas. Évidemment, c'est simple. On part du noir pour passer au vert. Je veux dire, c'est vraiment la solution. On aurait pu avoir des oppositions de la part des gens qui trouvent que la circulation est plus compliquée automobile. Mais finalement, c'est devenu très minoritaire dans le concert de... Alors évidemment, j'interrogeais dans mes sondages les gens qui étaient sur la promenade, hein, donc pas dans leur voiture. Mais voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Image suivante. Alors on voit qu'en même temps, on fait des opérations de médiation autour de ça, avec pendant tout l'été des animations sur le végétal, etc. Donc on a des animateurs qui sont là-bas et qui permettent à des écoles, plusieurs milliers d'enfants passent là aussi, ça fait partie du dispositif, de faire depuis des années, de faire des projets de ce type-là pour accueillir grosso modo plusieurs milliers d'enfants par an depuis plus de...
plus de 30 ans, je dirais, on a ce type d'action. Ce qui nous aide aussi à avoir un public peut-être aujourd'hui un peu plus averti que la moyenne en France. Image suivante. Je trouve des choses très intéressantes également, parce que là, c'est même pas nous. C'est un artiste qui s'appelle Evor, qui est intervenu sur une cour urbaine d'immeubles pourris, comme on en connaît beaucoup dans les grandes villes. Et là, tout seul, il a dit, je vais commencer à végétaliser ce truc-là. Il n'était pas de nature botanique au départ, c'était un artiste, et on voit là encore le lien. Et il a commencé à faire ça. Et puis, il y a 2 ans, il est venu me voir en me disant, j'ai fait un petit truc là depuis, là, j'aurais bien vous montrer ce que j'ai fait. Et puis, on a été voir, on s'est dit, avec Jean Blaise, c'est un truc incroyable, effectivement. Et du coup, on a valorisé en faisant un escalier pour que les gens puissent aller voir ce jardin extraordinaire. Et donc, cette jungle intérieure, c'est le titre, a été visitée par les touristes et par le public nantais en général pendant l'été, a été la première attraction également de l'été, parce que ce que les gens veulent, que ça a eu un succès considérable, et donc c'est maintenu maintenant, et pourtant ça se passe dans un espace collectif, etc., et ça prend beaucoup de valeur. Image suivante. Juste pour dire que la place du végétal, je vais accélérer, parce que je sais que j'arrive à la fin de mon temps de vie, mais on peut l'utiliser même dans les endroits les plus incroyables et partout et dans le monde. Et là, ça serait un autre sujet, donc je continuerai la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Mais on parlera plus, même dans des aires de jeu, par exemple en Suède, à Göteborg, j'ai pu voir que le végétal, on arrivait à l'avoir dans une aire de jeu, parce qu'on m'a toujours dit que ce n'était pas possible, mais il y a des petites astuces pour y arriver. Mais voilà, donc c'est un sujet qui peut se marier de différentes façons. Image suivante. Et puis on arrive à la dernière phase de ce reportage, et donc je te rassure, pour dire que ce dernier jardin, le 101e, c'est le jardin qu'on appelle jardin extraordinaire, n'ayons pas peur des mots, c'est une prise de risque quand vous appelez ça comme ça, parce que les gens ils vous attendent au virage, et donc là les délais ont été très très courts, parce que finalement on avait seulement... on a eu 1 an pour faire l'aménagement, le dessin. C'est Phytolab donc, qui a fait le dessin. On l'a aidé en cela avec, sur la partie végétale, et en particulier dans les choix végétaux. Et puis donc cette carrière de presque centre-ville, on a réussi à la transformer dans ce jardin, à la reconnecter avec le haut, puis à faire une cascade assez incroyable qui tombe de 35 mètres de hauteur. Et là, les gens ont trouvé l'eau, le végétal. On n'a qu'1,2 hectare de fait pour l'instant. Et déjà, le succès, c'est 150 000 visiteurs en seulement 12 jours. Donc ça veut dire que c'est un succès massif, immédiat, c'est le bordel dans le quartier, les gens se garent partout, n'importe où. Donc les gens, ils aiment ça, ils aiment le végétal, ils aiment l'eau qui tombe du ciel. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas d'artiste, il n'y a rien de tout ça. Ils sont là, ils regardent ça, ils disent « Ah, ça c'est bien », et puis ça fait quand même moins loin que d'aller au Kenya. Mais c'est quand même un sujet. On en a parlé tout à l'heure. Regardez le Saint m'intéresse dans la gare que vous avez en ce moment. Il vous raconte actuellement en couverture comment faire des vacances low cost en allant au parc de Montlévrier voir un jardin japonais qui coûte beaucoup moins cher que d'aller au Japon. Donc on voit bien qu'on est quand même sur un sujet sensible. Donc on est dedans là, on est dedans. Dernières images, c'est ce qui va venir dans ce jardin extraordinaire. Donc le fameux projet d'Arbre au Héron, qui est un énorme projet aux alentours de 40 millions d'euros, qui va venir se poser, et on va aller directement sur l'image, sur le dernier petit film, qui va montrer comment il va venir se poser dans cet espace-là. Merci de lancer le petit film, Frédéric. C'est plus moi là. On peut baisser les volets pour le petit film? Allez, on peut baisser les volets pour le petit film. Non? Enfin, on va déjà essayer de lancer le petit film, parce que c'est pas toujours simple. Voilà. Alors ça, c'est le site de la carrière. Ça ressemble à ça, mais ils ont oublié de mettre les bâtiments autour. Alors on teste des choses depuis déjà plusieurs années sur la technique de végétalisation qui est assez complexe. Et là on progresse heureusement parce qu'effectivement les premiers essais nous laissaient une végétation qui était compliquée à tenir. Donc là on a une grosse équipe qui travaille là-dessus actuellement. Et voilà, donc c'était pour lancer l'aspect participatif du financement. Il faut 1/3, enfin c'est ce qu'on s'était donné comme objectif, 1/3 de financement privé, pardon. Et donc, à partir du moment où on est rentré dans cette procédure-là, procédure de crowdfunding, on va arriver à l'objectif logiquement assez rapidement. Image suivante, donc dernier petit film, c'est celui-là, qui va vous montrer, c'est le dernier vraiment né, qui va vous montrer la complexité de... on y rêve quand même, mais c'est...
Et vous allez voir que c'est présenté logiquement par une des personnes qui travaillent sur le sujet. Et vous allez voir la complexité de ce qui se réalise, puisque évidemment c'est un monstre en acier. Il faut savoir que une grande construction, mais c'est pas un bâtiment, mais il a des fondations. C'est un manège, mais c'est une sculpture. Ça n'a pas de façade, mais ça doit respecter certaines normes. Donc tout ça est très compliqué. On y travaille. Notre exercice, c'est vraiment de partir du dessin de François Delarosière, aller vers une modélisation numérique et intégrer petit à petit l'ensemble des contraintes techniques complexes et nombreuses qui s'appliquent à un projet aussi unique que l'Arbrerie. Alors 1,5 km de branches, ça vous parle, hein? Autant d'allées que dans le jardin des plantes. Ce qui me fait dire régulièrement que c'est le plus grand jardin suspendu depuis Babylone. C'est une façon d'en parler également pour que ça plaise. Il fait environ 1500 tonnes d'acier. C'est des jardins suspendus, ça veut dire qu'il accueille toute une nature dans ses branches et un bestiaire associé, donc on y trouvera toute une forme de vie à la fois végétale et animale mécanique. Tous ces animaux, on peut les voir actuellement. Enfin, ils sont en construction dans la galerie qui est dédiée. Et on a nos 2 hérons qui volent au-dessus de nos têtes à 45 mètres de haut. 45 mètres de haut, c'est un point de vue. Ils ont 16,50 mètres d'envergure, ailes déployées. On a des problématiques particulièrement intéressantes qui sont celles des étais, donc des lianes qui tombent des branches, qui viennent aider l'arbre à développer ses branches à l'horizontale. Si on fait un arbre qui est porté par des poteaux, on ne fait plus un arbre, on fait un arbre porté par des poteaux. Du coup, on vient chercher à calquer la nature, on éclate ça en plusieurs brins. Et finalement, d'ailleurs, on s'est rendu compte en creusant que ça avait des intérêts structurels, puisque ça venait stabiliser le poteau sur la hauteur. Mais du coup, c'est plus compliqué, on vient cintrer des tubes, on vient chercher des formes organiques, qui sont tous différents, et donc c'est un énorme casse-tête structurel au global. Nous, notre cocktail de problèmes techniques, il est tout à fait unique, et donc on a vraiment dû mettre en place une équipe unique pour faire ça, qui est spécifique à toutes les questions qu'on a creusées nous. Voilà donc ce dernier projet qui est en cours. Vous avez compris que c'était vraiment une œuvre d'orfèvrerie très importante. Pas une pièce sera identique à une autre pour la construction de ce kilomètre 5 de branches. Et donc on voit aussi que dans ce jardin, et ça nous ramène à la première image, et c'est presque le mot de la fin, c'est qu'effectivement on cherche à retrouver à peu près ce que les visiteurs cherchent à trouver. Du végétal, beaucoup de végétal, de la fraîcheur, de l'eau, important. Des animaux, ils sont mécaniques, mais ça marche pas mal non plus. Et puis, finalement, une part artistique forte, signature François Delarosière, qui pour moi est le Gaoni nantais actuellement, très clairement. Il vient de faire une opération sur Calais, je vous invite à regarder le dragon qui vient d'être réalisé pour Calais, qui fait parler des gens du Nord, parce qu'effectivement c'est un truc énorme, 21 mètres de long, c'est un truc de malade. Mais c'est une signature incroyable mondiale actuellement. Il est en train également de travailler pour des grandes villes dans le monde. Et donc clairement, on a la chance d'avoir des gens comme ça avec qui travailler. Donc cette part artistique, elle est présente. Avec cette équation-là, on est déjà avec les machines à 700 000 visiteurs payants par an, un impact aux alentours de 2 à 3 millions de visiteurs réellement. Là-dessus, la barre du million sera dépassée à partir du moment de la construction, qui est donc programmée pour une fin de travaux 2023. Il reste des petits aléas tels que les prochaines élections, puisque évidemment dans un projet comme ça, il y a des oppositions. Elles sont financières aussi, parce qu'effectivement les gens disent mais pourquoi mettre 40 millions d'euros maintenant dans l'arbre, alors que le jardin extraordinaire déjà il fait le plein de monde. Mais quelque part, si on veut atteindre l'objectif de placer cette ville sur ce thème du végétal de façon absolument mondiale, et ben c'est la barre à passer et on est convaincu de ça. Voilà, merci.